Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau Face à Face. Et cette semaine, je reçois Sandro Di Bernardi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Didier. Vous allez bien ? En pleine forme. Alors, vous êtes une des figures du commerce messin. Vous êtes fan de nouvelles technologies, agitateur d'idées et amoureux de votre ville de Metz. Vos casquettes sont nombreuses et votre parole est assez écoutée, surtout à un moment où les questions liées au commerce et à l'aménagement des villes sont au cœur de nombreux enjeux et font souvent débat. Est-ce que cette présentation correspond à la façon dont on pourrait vous présenter ? Elle me convient assez. Je ne savais pas par contre que j'étais écouté. Alors, les marchés de Noël ont fermé leurs portes il y a quelques jours. En tant que commerçant et initiateur du marché gourmand qui est sur la place de Chambre, un endroit où on peut boire et manger des spécialités, et ça jusqu'à 22h, quel bilan tirez-vous de cette édition 2016 ? Est-ce qu'on a des premiers chiffres ? Comment Alors, déjà, la particularité, c'est 23 heures. 23 heures. Effectivement, c'est une des facettes positives de ce marché de la place gourmande, c'est qu'on a la particularité de servir jusqu'à 23 heures. Donc, c'est 17h, 23 heures tous les soirs. La conclusion des marchés de Noël de 2016, il faut les comparer par rapport à 2015, qui était une année exceptionnelle. Et on peut considérer aujourd'hui qu'on a réédité la même chose. C'est-à-dire qu'on est positionné de la même façon. C'est très positif par rapport à la première année. Donc plutôt content. Est-ce qu'on a des chiffres précis parce qu'il y avait des chiffres qui circulaient, 2 millions, ça me paraît énorme, non C'est difficile à compter. Hein. Ouais. On a une estimation, il y a quand même 7 ou 8 sites sur la place de Metz. Il y a des petits compteurs qui peuvent fonctionner du côté des sentiers des lanternes, mais sur le reste de la ville, non, c'est impossible. Par contre, on peut le quantifier en regardant l'affluence qu'il y a eu pendant les week-ends forts, comme la Saint-Nicolas, comme la marche de la nuit. On a vu que les parkings sont un des paramètres qui nous permet de compter aussi. Et donc, ça a été hyper saturé pendant certains points forts. Et ça, c'est ce qui nous permet d'avoir une estimation sur les retombées économiques. On dit généralement si les commerçants râlent pas trop, c'est qu'au fait, ils sont contents. Les commerçants râlent toujours. Ouais, par définition. Alors, depuis 3 ou 4 ans, cet événement, je parle des marchés de Noël, est devenu vraiment quelque chose de très fort, et presque une occasion, une destination, et on vient à Metz comme certains vont à Strasbourg. Alors, plusieurs classements positionnent même le marché de Metz sur la 3e marche du podium, après Strasbourg et Colmar. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encore développer l'attractivité de ce marché et puis faire la différence avec nos amis alsaciens ? Le classement, je pense qu'il est un petit peu galvaudé parce que c'est difficile de comparer Strasbourg, Colmar, Metz, chacun a ses particularités. Ce qui a fait notre force depuis 2 ans, c'est cette remise en question complète avec des nouvelles attractions comme l'ont été la Féerie des Glaces, qui nous a permis de rayonner largement plus que le territoire lorrain. Et on a réussi à communiquer sur Paris, sur la Belgique, sur le Benelux. Donc ça, c'était un atout considérable. Le deuxième événement qui a fait un petit peu toutes les photos des marchés de Noël, c'est cette fameuse grande roue qui se trouve enclavée entre la cathédrale, la mairie, l'office du tourisme. J'ai jamais vu autant de photos de ce site, et c'est vrai que c'est magnifique, c'est merveilleux. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, du média, de la photo, de la vidéo, on a eu un rayonnement exceptionnel avec ces 2 événements. Et la particularité, c'est que ça fait 2-3 ans que la Fédération des commerçants, qui est à l'initiative de ces marchés de Noël, a remis en question un petit peu a remis sur le tapis la réflexion, et là ça a boosté complètement tous les marchés de Noël, et ce qui nous a permis d'avoir une grosse visibilité en utilisant aussi aujourd'hui les réseaux sociaux, Internet, Facebook, Twitter, etc. Ce qu'on s'est attaché à faire depuis quelques années. Alors, des progrès, sans aucun doute aussi le résultat d'une collaboration intelligente entre la Fédération des commerçants, la ville et le département, donc ça, il faut le souligner quand même. Tout à fait. Mais je vous posais la question, qu'est-ce qu'on pourrait, si on veut aller plus loin, quelles seraient, à votre avis, les pistes pour encore améliorer un peu les choses ? Alors, déjà, je pense que l'événement en lui-même est basé sur la tradition. Et ce qui nous manquerait peut-être, et ça a été un constat de 2016, c'est déjà d'améliorer un petit peu la qualité décorative et la participation de l'ensemble des
commerçants, des habitants, sur l'implication de la décoration de la ville. Ça, c'est une chose qui nous manque aujourd'hui par rapport aux autres sites, et qui permettrait de garder ce côté tradition et d'éviter de dire qu'il y a peut-être des stands avec des chinoiseries, alors qu'on s'attache plus à mettre l'humain au centre du dispositif. Donc le côté déco, tradition, authenticité, ça c'est un des éléments qu'on souhaite améliorer l'année prochaine, et peut-être se remettre en question en créant encore le buzz, en essayant de trouver des nouveautés pour la saison prochaine. Est-ce que vous ne pensez pas que ce marché manque de musique ? Alors, on s'est posé la question. Il n'y a pas de fête sans musique. Moi, je trouve que ça manque d'animation musicale, de marching band, de concerts de Noël. Sachant qu'en plus, nous sommes sur un territoire, la Lorraine et la Moselle, où on compte le plus d'harmonie municipale, de chorale. Il y a un vrai terreau musical. C'est quelque chose de fort. Je trouve que c'est peut-être une piste de réflexion que je vous soumets. Je l'entends totalement, d'autant plus qu'un de mes premiers métiers, ça a été l'événementiel dans le monde de la nuit. Donc la musique, c'est un domaine qu'on connaît. Et on y a pensé plusieurs fois. Et c'est des événements qu'on a mis sur la table cette année pour la piste 2017, en disant qu'on souhaitait apporter, en plus de la gastronomie, des chalets, des événements de type Grande Roue, Féerie des Glaces, le côté événementiel. Et je pense que le côté événementiel sans la partie sonore n'existera pas. Donc c'est une des questions qui est actuellement en étude sur le sujet 2017. Donc on retient votre proposition et elle est intéressante. C'est pour faire avancer les choses, j'ai aucun intérêt dans l'affaire. Alors Metz est présentée comme une ville commerçante, et ça depuis très très longtemps, une réputation qui est loin d'être usurpée, puisqu'avec la création récente de plusieurs centres commerciaux, qu'ils soient situés ou non en périphérie, cette image de ville commerçante est toujours là. Alors l'agglomération messine se classe même en haut du classement dans le nombre de surfaces, enfin le nombre de mètres carrés de surface commerciale par habitant, et vous qui êtes commerçant et un membre actif au sein de cette fédération des commerçants, votre diagnostic sur l'état du commerce aujourd'hui à Metz? Bon, pas bon, quel défi? Je vais pas paraître le commerçant idéal, parce que je vais pas râler sur ce sujet-là. Au contraire, je trouve qu'à Metz, on est plutôt sur le haut de la vague, et on en tire plutôt pas mal des aspects positifs. Si vous regardez aujourd'hui, il y a encore 2 grands magasins, ce que par exemple Strasbourg n'a pas, ce que Nancy n'a pas. C'est pas pour comparer, mais quand vous prenez le Printemps, les Galeries Lafayette, la Fnac, qui sont aujourd'hui dans le cœur de la ville, et quand vous voyez des initiatives de retour de commerce dans la proximité, que ce sont des initiatives comme Cora en ville, comme les petits shops de centre-ville, je pense que Metz tire son épingle du jeu par rapport à l'aspect national. Donc on devrait plutôt se sentir privilégié, même si l'effet national, on se masque pas devant le fait qu'il y a de la vacance, devant le fait qu'il y a une crise de centre-ville. Donc la question aujourd'hui, c'est comment se remettre en question plus rapidement que les autres, en sachant qu'on a un écosystème favorable. Et il y a pas mal de réflexions qui se font, et on a apporté quelques pistes, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, on peut considérer qu'aujourd'hui, Metz tire son épingle du jeu par rapport au reste des villes de taille moyenne d'à peu près 100-125 000 habitants. On est plutôt positif. Donc je pense que le commerce se porte bien, mais il y a encore pas mal d'efforts à faire. Il y a des questions fondamentales à se poser par rapport à l'arrivée de ces concurrents, collègues, nouveaux quartiers. C'est exactement la question qu'on doit se poser. Justement, merci pour la transition. L'arrivée de Muse, vous voyez ça comment alors Muse, rappelons-le, qui est plus qu'un centre commercial, c'est un vrai quartier. Il y a des habitations, il y a un hôtel, il y a des cinémas, il y a des bureaux, il y a une résidence pour les seniors. Enfin, on est vraiment dans la construction d'un nouveau quartier, quoi. Un nouveau quartier. Je préfère ce terme-là que celui qui a été de temps en temps utilisé comme nouvelle ville. C'est un quartier de la ville intégré dans Metz. Donc on parle d'une façon globale, et aujourd'hui l'idée la question qu'il faut se poser, c'est un petit peu ce que tout le monde se demande depuis quelque temps, c'est pour ou contre, comment réagir, etc. Je pense que la question, elle se pose pas en ces termes-là. Non. Elle se pose plutôt comment aujourd'hui collaborer
collaborer intelligemment et comment faire en sorte que Muse soit une pièce positive dans le dispositif du commerce messin. Et il ne faut surtout pas se poser la question de dire on a peur, on n'a pas peur. Au contraire, comment aujourd'hui imbriquer les deux pour que le commerce messin tire son épingle du jeu et tire vers le haut. Et vous pensez que ça peut être un élément impactant et on peut... Moi, je suis de ceux qui portent du plus que du moins. Oui, à 200%. Je vais dire un truc qui peut paraître bête, mais je préfère que Muse soit à Metz dans la ville plutôt qu'il soit à l'extérieur ou qu'il soit à Nancy ou qu'il soit. Si on prend par exemple leur locomotive phare qui va rayonner sur 2 heures de route d'Achalandise, qui va être Primark, qui est quand même une marque aujourd'hui, un magasin qui va attirer du monde de partout. Ces gens-là ne seraient pas forcément venus sans cette locomotive. La question, c'est de savoir comment aujourd'hui créer des synergies entre ces gens qui vont arriver et les faire s'écouler un petit peu dans le reste de la ville et que chacun profite de cette synergie entre les deux pôles. Alors justement, on parlait plus de complémentarité, de concurrence, mais néanmoins, il faut que dans cette complémentarité, chacun fasse prévaloir ce qui le différencie ou ses atouts. Comment vous voyez les choses? Quels peuvent être les atouts? Qu'est-ce qu'il faut apporter plus de services, mieux s'organiser, être plus souple sur le prix du parking? Qu'est-ce qui peut faire que chacun y retrouve son compte? Je pense que moi je suis partisan d'une politique qui est assez simple, c'est de dire un quartier, une étiquette, une boutique, un produit. On est aujourd'hui dans de l'identité, dans de l'image. Les gens veulent s'identifier à quelque chose. Et ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de dire effectivement qu'est-ce qui se passe dans ce quartier-là. Il faut lui coller une étiquette en disant ce que vous pourrez trouver là-bas, c'est ça. Et ce que vous pourrez trouver par exemple dans d'autres quartiers du centre-ville, c'est ça. Et en faisant ça, on va pouvoir communiquer de façon complémentaire. Et aujourd'hui, la question et la stratégie à se poser et la réflexion, et c'est peut-être un appel aussi, moi aussi, que je lance au sein des acteurs qui réfléchissent à cette notion de complémentarité, c'est de définir ses rôles aujourd'hui, de s'asseoir autour d'une table et de dire l'enjeu aujourd'hui passe par cette complémentarité et cette mise en avant des particularités de chacun. Et le dialogue a déjà été engagé avec les gens du groupe Apsis qui construisent Muse. Par exemple, dans mon domaine où ils ont fait une démarche, pas seulement la restauration, je parlais plutôt de la carte Bonjour Metz. Ouais. On dialogue depuis à peu près 6 mois pour savoir quelle est l'interaction qui peut exister et quelle est justement cette passerelle à créer entre Muse et le centre-ville. Donc le dialogue existe et on est en train de réfléchir sur cette complémentarité aujourd'hui. Alors la ville de Metz a pris la décision assez récemment de supprimer les parkings en surface autour de la cathédrale, donc au pied de la cathédrale et puis autour du marché couvert. Un certain nombre de commerçants craignent pour leur activité. Vous pensez que c'est quelque chose qui peut être bénéfique ou néfaste pour le commerce ? Alors, je ne sais pas exactement à quel stade on en est aujourd'hui, parce que moi, j'ai entendu un petit peu effectivement tout et son contraire. Je sais qu'il est question de supprimer des places sur des places de parking sur ces 2 sites. Je sais qu'il est question, il y a une étude sur comment redessiner cet espace-là. Mais je prendrai un exemple tout bête, c'est que moi, quand je suis arrivé sur le quartier de la place de Chambre en 2006, la place de Chambre était un parking. Il a été enlevé et il a fait place à une place plutôt commerçante, avec des terrasses, avec de l'attractivité. Et je trouve que c'est une réussite. Si cet enjeu-là est respecté, si on arrive à reproduire les mêmes choses, je pense que c'est un deal gagnant. La question, c'est de savoir où on recasse ces voitures aujourd'hui. Je prends un exemple tout bête. Quand j'ai des clients qui viennent sur la place de Chambre et ils me disent j'ai galéré pour venir me garer dans le coin. Et je leur réponds à un truc tout bête, c'est que de 19h à 1h du matin, vous avez un stationnement à 1 € dans 2 parkings en plein centre-ville et les gens oublient. Et aujourd'hui, je pense que c'est une mutation à intégrer et les gens doivent s'adapter à ces mutations-là. Après, la volonté d'enlever des voitures ou pas, elle n'existe pas. Il faut que les voitures existent, il faut que les voitures viennent au centre-ville, mais il faut les aider à se garer, à se stationner, à les accompagner. Mais cette question de l'accès au centre-ville ou des commerces, est-ce que c'est pas la clé de la réussite d'un commerce? On le voit, le succès des centres commerciaux, en particulier de Ouez. Il suffit de se garer et puis on n'a même pas à reprendre sa voiture pour aller d'un commerce à l'autre. Ce qui n'était pas le cas des centres commerciaux de l'ancienne génération où pour passer d'un magasin à l'autre il fallait reprendre la voiture, etc. Rien n'était fait pour les piétons. Cette question de l'accès, elle reste quand même centrale. Est-ce que vous pensez que l'accès il est facile pour venir faire ses courses? Alors l'accès au centre-ville, oui,
Il y a quand même un certain nombre de places de parking qui placent Metz au-dessus de pas mal d'agglomérations de même taille. Donc venir en ville avec la voiture, c'est pas un problème. Des possibilités de se stationner, c'est pas un problème non plus. Je pense qu'aujourd'hui l'enjeu il n'est pas sur ce point-là. Il est plus sur qu'est-ce qu'on a comme particularité que n'ont pas éventuellement les zones de périphérie. Vous n'enlèverez pas la cathédrale, vous n'enlèverez pas le charme, l'authenticité de se balader au centre-ville. Et je pense que c'est plus sur ce parcours-là aujourd'hui qu'il faut qu'on travaille, plus que sur le... Et vous pensez qu'on ne le fait pas assez? Pas assez, non, ça c'est vrai. C'est pas intégré dans une réflexion ou dans une stratégie politique. Et je pense que la clé se trouve à ce niveau-là. Même si des pistes ont été lancées, je pense que la vraie réflexion se situe sur les 2-3 années à venir. Et on ne réfléchit pas assez sur ce problème-là. On se focalise sur des faux problèmes de places de parking qui, à mon avis, n'en sont pas et qui sont plus à réfléchir sur quelle est la différence et la particularité que le centre-ville a par rapport à des zones commerciales. Est-ce que vous avez senti une différence dans votre activité commerciale depuis l'arrivée du Métis qui est censé d'améliorer un peu la fluidité, la circulation? Je dois reconnaître que non. Non. L'effet Métis, il a existé, il a été perturbant pendant les travaux, ça on ne peut pas le nier. Je ne ressens pas d'effet. Par contre, je pourrais peut-être dire que si on ne ressent pas, c'est peut-être parce qu'on n'est pas non plus alerté par quoi que ce soit. Ça veut dire que ça roule tout seul. Quelque part, c'est aussi positif que ça fonctionne. Donc, je suis mal placé sur l'effet Métis. Pas de nouvelles, pas de chocolat. Alors, et toujours dans ces éléments d'attractivité, pensez-vous que le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de la ville de Metz pourra avoir des incidences sur l'attractivité et sur le commerce? Oui. J'y crois beaucoup. On est monté depuis quelques années en puissance sur l'attractivité touristique. Ça, c'est un phénomène que, par contre, on a bien ressenti au niveau des commerçants. On se rend compte aujourd'hui que les touristes arrivent à Metz. Alors, est-ce que c'est une particularité messine ou est-ce que c'est une particularité française? Je ne sais pas. Je pense que c'est un phénomène global. Par contre, Metz a de nombreux atouts pour attirer les touristes aujourd'hui. Et ça, c'est un point sur lequel on ne se focalise pas assez pour créer l'attractivité de Metz. Et si vous regardez le nombre d'étrangers, le nombre de bus, le nombre de tours opérateurs aujourd'hui qui se focalisent sur Metz, et les marchés de Noël sont une des grosses attractivités. J'en citerai une autre qui, à mon avis, monte en puissance et qui mérite de se développer. Ce sont les fêtes de la Mirabelle qui étaient un petit peu laissées à l'abandon, un peu avec une image vieillotte. Et depuis 2 ans, ça a été dépoussiéré par une nouvelle équipe au sein du pôle culture qui crée de l'attractivité. Et je pense que le touriste est un des éléments moteurs aujourd'hui de l'attractivité du centre-ville de Metz. Il faut donner une bonne raison de venir, c'est ça? Exactement. Alors, vous parlez de l'attractivité, il y a tout un travail qui a été entrepris par Metz Métropole, partant du constat qu'effectivement, il y avait un décalage entre l'image de cette ville et puis la réalité, souvent pas en notre faveur évidemment. Est-ce que vous pensez que tous ces efforts qui sont faits aujourd'hui vont dans le bon sens, ou est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un vrai coup de booster ou d'un vrai événement qui permettrait comme le Centre Pompidou l'a fait à un moment à son époque? Vous avez posé la question et vous avez répondu en même temps. Je pense que l'initiative des agences économiques d'attractivité, à la base, ça part d'une réflexion qui est juste. Aujourd'hui, il faut qu'on se positionne. On est dans un monde d'image et de marketing. Et pour réussir le challenge, il faut qu'on se positionne avec une image, une création de l'attractivité. Il faut qu'aujourd'hui, on développe cette fierté d'appartenir à un territoire. Et l'idée de créer une marque, un logo... Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir créé une marque ou un logo? Ouais, je pense que c'est une très bonne idée à la base. Ça permet aux gens de s'identifier, de se reconnaître derrière une identité locale, un territoire, une appartenance à. Et ça, je pense que c'est important. On est parti sur une mondialisation et on s'est perdu sur tout un tas de choses. On sait ce qui se passe à Taïwan, au Brésil, etc. Mais quelque part, c'est bien, mais la plupart des gens s'en foutent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui se passe chez nous. Et donc, cette identité, cette attractivité, je pense que l'idée, elle est bonne. Après, je ne suis pas persuadé que la méthode qui a été utilisée soit la meilleure. Le fait, par exemple, de faire appel à la même agence d'attractivité pour créer 2 marques, que ce soit au sein de l'agglo et au sein du département, soit pas forcément ce qui a été le plus smart. Par contre, il est intéressant aujourd'hui de se coller derrière ces initiatives et de créer peut-être des buzz supplémentaires. Et le fameux booster qu'on attend aujourd'hui, c'est ça, c'est de savoir qu'est-ce qui va permettre aujourd'hui de décoller.
Parce qu'on a initié la fusée, mais maintenant il faut qu'elle décolle. Alors, pour les 5 dernières minutes qui nous restent, vous voyez comme le temps passe vite, je vous propose de parler de nouvelles technologies. Vous avez pris récemment 2 initiatives. La première, c'est la création d'une carte de fidélité, on peut la présenter comme ça, qui s'appelle Bonjour Metz, qui permet en fait de se créditer des points et qui donne notamment la possibilité de faire des économies sur le parking, mais aussi qui présente d'autres avantages. Et une autre initiative aussi très très forte, qui est de mettre à disposition le Wi-Fi gratuit en ville et tenir la promesse des trottoirs, puisque déjà de plusieurs années il y a marqué Wi-Fi gratuit et puis c'était pas vraiment une réalité. Donc ces 2 initiatives ont été lancées récemment. On en est où très rapidement et quelles sont les perspectives pour les mois ou les années qui viennent? Le Wi-Fi gratuit, on l'a développé suite à cette opération de crowdfunding privé. Donc il y a 100 bornes actuellement activées. Je le répète, c'était un moyen de la participation. C'est ça, de lever des fonds qui finançaient cette opération. Et donc il y a aujourd'hui 100 bornes actives dans la ville de Metz qui permettent d'offrir du Wi-Fi gratuit. 100 bornes, ça fait quoi, la moitié, un peu plus géographiquement? C'est le cœur de ville, le cœur piétonnier. D'accord, le cœur piétonnier donc est couvert intégralement. Oui, est couvert pratiquement intégralement. D'accord. On a pour volonté de déployer 100 bornes supplémentaires sur l'année 2017, puisque on est aujourd'hui suivi. Je prendrai, ne serait-ce que ce matin, on a reçu un email du Grand Lyon qui nous dit tiens, on a suivi votre initiative, on la trouve intéressante. Est-ce que vous pouvez nous aider et nous expliquer comment ça fonctionne pour qu'on puisse éventuellement le reproduire sur Lyon? Donc quelque part, Metz rayonne à travers cette idée. C'était aussi pour répondre à l'idée d'attractivité du touriste. Donc le Wi-Fi gratuit, c'était aussi destiné à cette notion et cette clientèle de touristes qui consomment de la data et qui coûte très cher quand vous allez à l'étranger. Donc ça, c'est la première initiative. Je vous ai expliqué ce qui allait se passer en 2017. Pour revenir sur la carte Bonjour Metz, petite parenthèse, c'est plus qu'une carte de fidélité, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un Smart e-wallet, donc un porte-monnaie digital dématérialisé. Donc une carte de paiement. C'est une carte de paiement totalement dématérialisée, puisqu'en fait il suffit d'avoir un compte dans le cloud et cette carte PVC sans contact sert uniquement à pouvoir rentrer dans le parking et payer son stationnement avec les crédits qu'on collecte chez les commerçants participants. Et la grande réussite de cette opération, c'est qu'on a aggloméré autour de nous les 4 opérateurs de parking que sont Indigo, Urbis, de Mathieu Hébard et Q-Park. Qui ne veut pas être simple. Ce qui n'était pas simple, ça a mis 3 ans. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, on peut se targuer d'avoir des grandes enseignes parisiennes qui ont rejoint l'opération, comme sont le Printemps, comme sont les Galeries Lafayette. D'accord. Alors, on va rester toujours dans le domaine des nouvelles technologies. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'e-commerce, ça représente entre 20 et 25% du chiffre d'affaires du commerce aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement à un commerçant? On peut dire mais non, il ne faut pas s'inquiéter, c'est plutôt une opportunité qu'un risque. Qu'est-ce que vous dites? Moi je leur dis qu'il faut qu'ils s'inquiètent. Il faut qu'ils s'inquiètent. Il faut qu'ils s'inquiètent très rapidement. D'accord. Dans la mesure où. Mais quand vous dites ça, c'est pour qu'ils se bougent. Oui, tout à fait. C'est pour provoquer une réaction. C'est quand je dis il faut qu'ils s'inquiètent, c'est qu'il faut qu'ils s'intéressent à ce nouveau canal de distribution. Et la réussite de l'avenir, du challenge, c'est de pouvoir être au moins sur les 2 canaux, que ce soit le physique, que ce soit le virtuel. Et le meilleur exemple que j'ai à donner, c'est quand on voit des gens comme Amazon, Cdiscount et d'autres gens qui sont des pure players, ils arrivent à créer des boutiques également. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir les 2 canaux de distribution. Alors, vous avez récemment annoncé quelque chose d'assez étonnant. À titre personnel, vous aviez un compte Facebook qui était très actif. Vous avez pris la décision de le fermer. Étonnant pour un homme du numérique. Pourquoi cette décision ? Ça peut paraître étonnant. Oui. En fait, ce que j'ai voulu, c'est séparer la vie privée de la vie professionnelle. Je suis un acteur du numérique, je suis un fervent défenseur du digital et de ses outils. À partir du moment où ils n'empiètent pas sur la vie privée, à partir du moment où on les utilise intelligemment. Et ce que j'ai constaté depuis quelques temps, parce que je suis plus un observateur sur Facebook, j'ai constaté que Facebook prenait une direction qui était un petit peu trash, un petit peu dangereuse et qui ne correspondait plus à mes valeurs. Et j'ai préféré effectivement dire je coupe mon compte privé tout en gardant une activité professionnelle parce que c'est un outil formidable, mais ça nécessite malgré tout aujourd'hui que les gens apprennent à conduire
cette Formule 1 qui aujourd'hui est compliquée, qui est difficile à piloter, et les gens n'ont pas forcément tout le temps conscience de la portée des informations qu'ils publient, qu'ils postent ou qu'ils partagent. Et ça, moi aujourd'hui, c'est ce que j'ai voulu quelque part à travers cette mise en scène de la coupure de mon compte Facebook, c'est faire réagir, c'est tout, réfléchir. Vous pensez que ça devient, on en est addict et c'est chronophage et qu'on ait pu mettre de son temps Il a été prouvé par de nombreuses études que les gens compter les likes et les posts et que ça crée une espèce de jouissance intérieure comme peut le provoquer une drogue aujourd'hui. Et donc être addict, c'est être effectivement attaché à cette drogue. Et Facebook est une drogue aujourd'hui. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez liké cette émission. Sandro Di Bernardi, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Ça nous a permis d'avoir un éclairage tout à fait intéressant sur le commerce à Metz. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur cette même chaîne la semaine prochaine à la même heure. Bonsoir.